Europe 1 Soir. Europe 1, 19h28, parole de pieds noirs dans les récits d'Europe 1 Soir. Nicolas Poincaré. Oui, parce qu'on va beaucoup en parler cette année. C'était en 1962, ça fait donc 50 ans, ça va faire 50 ans au printemps prochain. Les accords d'Évian, la fin de la guerre d'Algérie, l'indépendance et l'exode pour les Français d'Algérie, le retour en métropole d'1 million de pieds noirs environ qui ont tout laissé pour prendre le bateau. Un aller simple et définitif pour Marseille. Bonsoir Alain Vircondelet. Bonsoir. Vous aviez 15 ans. Vous êtes rentré sur un bateau qui s'appelait le Ville d'Alger et vous n'avez ironie du sort. Vous n'avez rien oublié 50 ans après. Non, on ne peut pas oublier. C'est un pays qui est, comme le disait Camus, c'est le royaume. C'est un pays qui est sacré, très fort, très, très violent, doux et violent à la fois. C'est un pays où il y a tout. Il y a la mer, la montagne, les plages, les plaines. Et c'est un pays où il y a tous les climats. Et puis, c'est un pays où il y avait un métissage exceptionnel. Alors vous allez nous en parler de votre amour de l'Algérie et de cette terre que vous dites avoir perdue il y a donc tout juste 50 ans. Vous n'avez plus d'accent, tiens. Je peux l'avoir. Ah, vous pouvez l'avoir. Moi, j'espérais que vous l'aviez plus. J'adore l'accent pied noir. Mais je peux vous lire 3 lignes de mon texte avec l'accent mieux que quiconque. Alors, vous racontez tout sur les pieds noirs à travers cette traversée pendant les combien ça fait une trentaine d'heures entre Alger et 36 heures. Oui, pendant les 36 heures, bien vous pensez, vous revenez sur l'histoire et puis vous racontez un peu ce que vont devenir aussi ces pieds noirs. C'est le passage d'une rive à l'autre. Voilà. On va parler de tout ça, mais vous n'évoquez pas tellement dans votre livre qui s'appelle La Traversée, qui vient de sortir chez First Edition, vous n'évoquez pas tellement les pieds noirs qui sont restés. Non, mais parce que je pense qu'en juin 62, dans cette file incroyable d'exilés ou de gens qui partaient, d'expatriés finalement, on ne peut même pas dire de rapatriés, on peut dire d'expatriés, eh bien on ne pensait d'abord qu'à fuir et parce qu'on craignait le pire pour ceux qui restaient. Et de fait, il y a quand même eu 3000 disparus après l'indépendance. Alors c'était vraiment un enjeu terrible. Alors l'histoire de ces pieds noirs qui sont restés reste à écrire. C'est ce que l'on peut lire. Assia Hamza, bonsoir. Bonsoir. C'est ce qu'on peut lire dans votre livre qui s'appelle Mémoire d'enraciné. Vous êtes allé à la rencontre, vous, de ces pieds noirs qui ont choisi de rester en Algérie. On va en parler également. Un mot sur vous, française, 33 ans, journaliste ici à europe1.fr, française née en France de parents algériens. Pourquoi vous vous êtes dit, tiens, je veux savoir ce que sont devenus ces pieds noirs qui sont restés ? Parce qu'en fait, autour de moi, j'ai des pieds noirs qui m'ont toujours parlé de leur amour de l'Algérie. Ça m'a toujours interpellée de voir cet amour passionnel. Et c'est quelque chose que j'ai jamais retrouvé chez qui que ce soit d'autre. Un espèce de... Il y a un amour vraiment charnel avec cette terre. Que vous partagez. Oui, mais d'une manière différente. C'est-à-dire que pour eux, c'est du domaine du sacré. Et donc, du coup, je savais que ça allait être les 50 ans d'indépendance et je me suis dit, c'est l'occasion. Et petite, quand on grandit en France, mais avec des parents algériens, on a quelle image des pieds noirs ? Ils vous en parlaient, des pieds noirs ? Ils vous disaient quoi ? C'était les colons ? C'était ceux qui nous occupaient ? Non, on n'en parlait pas beaucoup, mais on n'a pas beaucoup parlé de la guerre, on n'a pas beaucoup parlé de l'époque coloniale. Il y a beaucoup de pudeur là-dessus. Je sais qu'on commence un petit peu à en parler, mais c'est au détour d'une conversation, souvent avec des inconnus. C'est des petites bribes d'anecdotes, des choses comme ça. Alors, ceux qui sont restés, on va y revenir, ils ne sont plus très nombreux. Vous êtes partis en Algérie à leur rencontre. Ils sont toujours là-bas, français, pieds noirs, mais qui ont décidé de rester en Algérie. Mais donc, c'était une minorité. La majorité, Alain Vircondelet, ils étaient avec vous pour cette traversée. Oui. Dans le bouquin, vous racontez ceux qui prennent le bateau avec vous, donc vous aviez 15 ans. C'est un petit peuple. Ce n'était pas les riches. Les riches, ils étaient rentrés avant. Oui, évidemment. Toutes les grosses fortunes qui composaient à peu près 2% de la population pieds noirs étaient partis. D'ailleurs, ce sont ces grosses fortunes qui faisaient et défaisaient les ministères en France. Ils étaient à l'Assemblée nationale, on les voyait, ils étaient dans les lambris, dans les salons dorés, et ils avaient effectivement acquis d'énormes propriétés, des milliers et des milliers d'hectares dans la Mitidja et ailleurs, et ils avaient eu soin bien avant de rapatrier leur argent. Parce qu'eux savaient que ça allait mal finir mais bien pour sûr, eux, alors que vous... Ils étaient aux manettes. Ouais. Et il y avait le petit peuple d'Alger
d'Alger. Alors, il y avait les artisans, il y avait les gens qui étaient assez prolétaires, évidemment, et puis il y avait aussi les fonctionnaires, et surtout les fonctionnaires. Et c'est un peuple de classe moyenne. Un petit peuple qui, lui, n'avait pas pris ses précautions, qui n'avait pas vu venir. Non, parce qu'il a été naïf. Il a été vrai. C'est un peuple. C'est le premier homme, hein, comme dit Camus. On était des premiers hommes parce qu'on se croyait vraiment. Le pays a été finalement comme découvert en 1830 par ces gens qui venaient de tous les pays du bassin méditerranéen. Les colons. Et ils venaient là parce qu'ils fuyaient la misère également. Et ils sont arrivés sur cette terre qui, en fait, n'était pas une nation encore, et qui était à faire entièrement, qui était neuve. Donc c'est un pays du début du monde. Et ceux qui s'y trouvaient étaient, et Camus a eu raison de l'intituler ainsi, son livre, on était les premiers hommes. Hein, et on s'est toujours cru les premiers hommes de cette terre-là. Et c'est pourquoi, à un moment donné, c'est un immense malentendu. C'est que pendant tant d'années, pendant toute l'époque coloniale, on a cru qu'on était chez nous. Et quand on a bien vu qu'à un moment donné que tout allait basculer et que on a dit dès les années 55, 58 que c'était, comme disaient beaucoup d'intellectuels, d'ailleurs c'était fichu, comme on le disait, eh bien, à ce moment-là, ça a été une désillusion, un désenchantement absolu, et ça a été une déconfiture, et nous avons été désespérés. Et c'est là, et parce que nous avons été désespérés, parce que nous avons été trompés, d'abord. Hein. Ouais. Alors ça serait tout un autre débat sur le gaullisme. Mais dans ce que vous venez de dire, on était chez nous, on croyait qu'on était chez nous. Mais aujourd'hui, quand vous écrivez 50 ans après, vous dites, en réalité, c'était foutu depuis le départ. En réalité, vous dites, à cause de ce qu'ont fait les premiers colons, à cause de ce qu'a fait l'armée française, des massacres dans les années 1830, 1840, les Arabes, les Algériens n'ont pas pu nous pardonner. On croyait qu'ils avaient oublié ce qui s'était passé au 19e, mais ils ne l'avaient pas oublié. Non, les Pieds Noirs ont payé comme un péché originel. Hein, ils ont payé les exactions qui ont été faites dans les années 1830, c'est-à-dire les années de la conquête. Après, il y a eu les années de la colonisation. Après, il y a eu les années où vraiment des gens de bonne foi et de bonne volonté, comme mes parents, comme mes aïeux, sont allés enseigner, sont allés... ma grand-mère, par exemple, était sage-femme, et elle a, à dos d'âne, traversé, elle était veuve de guerre de 14, elle a traversé les douars de Kabylie et les douars du Constantinois pour aller accoucher les femmes arabes. Donc, il y avait... Vous aviez des copains arabes, vous, petit moi, j'étais au lycée Bugeaud d'Alger, même lycée que celui d'Albert Camus, et j'y étais jusqu'à la classe de 3e, et il y a toujours eu des Algériens dans ma classe, parce qu'il n'y avait pas de ghetto, quand même. Il n'y avait pas de discrimination. Oui, mais en même temps, vous ne viviez pas ensemble. On ne vivait... moi, j'habitais dans un quartier populaire, hein, et j'ai habité à Bab el-Oued, précisément. Je suis un petit garçon de Bab el-Oued. Eh bien, il y avait, dans mon immeuble, il y avait des Algériens, il y avait des Juifs. Oui, mais vous écrivez, on croyait qu'on vivait ensemble, mais c'est pas vrai. Non. Et notamment à partir de 54, quand commence la guerre, on appelle ça la guerre aujourd'hui, les événements à l'époque, il y a une méfiance qui s'installe. Évidemment. D'ailleurs, le FLN, à partir de ce moment-là, a tout fait pour que le fossé se creuse de plus en plus par la violence même des meurtres qui ont été perpétrés. Alors tout ça, vous le racontez, et beaucoup d'autres choses encore dans le livre. Et puis vous racontez l'arrivée à Marseille. Alors ça, c'est sans doute, on l'a pas en tête. Vous n'êtes pas du tout bien accueilli quand vous arrivez à Marseille. La première chose que je vois lorsque je descends de la passerelle, j'arrive dans une confusion totale, des milliers de gens, des associations, généralement des associations catholiques, qui sont là, qui essaient d'aider certaines personnes, des dames d'œuvre, qui essaient de nous guider, Bon. Et puis, je vois une banderole d'un syndicat de marins, enfin de dockers, qui dit « rentrez chez vous hein ». C'est quand même extraordinaire. Les Français ne veulent pas des pieds noirs. Ça a été quelque chose de terrible parce que déjà, on avait cette traversée qui avait été douloureuse. Enfin, c'était Exodus. Hein. Il y avait des prêtres qui faisaient des prières sur le pont supérieur avec des groupes de chrétiens qui pleuraient, qui priaient. Il y avait des gens qui étaient avec des oiseaux, des cages d'oiseaux, des petits chiens. Il y avait des femmes de 80 ans, 90 ans qui étaient prostrées. Enfin, c'était un véritable exode. Et déjà, on avait dû subir le basculement de la ville d'Alger, c'est-à-dire à un moment donné l'horizon de la mer fuit et absorbe la ville, et on voit plus la ville, on voit plus rien, et alors on part pour l'inconnu. Et on arrive à Marseille, et là on croit qu'on est aussi
un peu chez nous quand même, parce qu'il n'y a pas plus français que les pieds noirs, au sens des valeurs, des valeurs de la patrie, la tradition, Et les etc. Marseillais, ils n'en veulent pas de ce Et million on n'en de pieds veut pas, noirs. ils veulent pas de nous, et on est vraiment jetés comme des Parce malpropres. que les pieds noirs ont très mauvaise réputation, Voilà, on pense que vous êtes oui. raciste. Voilà, parce que c'est ce que Camus disait de ça. Hein. Il disait les Français de France croient que nous sommes des nababs et que nous voyageons en Cadillac. Mais on n'est ni des nababs, ni en Cadillac. Et nous, les gens étaient rackettés sur la Canebière. Hein. Il y a eu des pieds noirs on leur a arraché leurs vêtements parce que certains voyous de Marseille croyaient qu'on mettait nos billets cousus derrière, dans les ourlets de nos vestes. Mais il n'y a pas que les voyous, il y a le maire de Marseille, Oui, il y a le son maire. de fer. Vous citez Oui. une interview de lui à un absolument. journal local Ah oui. qui est absolument terrible. Il Ah dit oui, je vais oui. leur envoyer les gros bras de la CGT, je vais leur faire leur affaire. Oui. La castagne, on connaît la castagne chez nous et on verra comment s'il bouge, on verra comment on fera. Et puis tout le discours politique, que ce soit à droite ou à gauche, a été absolument terrible. On connaît la phrase que Jox va rapporter. Hein. Il faut diluer ce magma qui arrive parce que ce sont des gens subversifs qui vont polluer et qui vont pervertir la jeunesse française. Alors, et donc, il faut absolument que nous soyons éclatés. Alors, on part dans les Ardennes, on part dans des pays, des régions qui sont absolument épouvantables pour nous, parce pour la première fois de ma vie, je découvre la neige en France. Je la connaissais pas. vous n'êtes pas devenu agriculteur, vous êtes devenu Non. prof de français. Alors parce moi, que pour une raison précise. Pour une revanche, quoi. Ouais, Vous voulez pour une prendre revanche. J'étais sur le bastingage du bateau. J'étais un très bon élève de lycée et j'aimais beaucoup écrire. Et j'étais accoudé au bastingage et je voyais partir ma ville et je voyais tout le monde autour de moi qui pleurait. Et je me suis dit, un jour, j'enseignerai le français à ceux-là même qui nous ont chassés. Et effectivement, je suis devenu professeur d'université. Et c'est ce que vous avez fait. On va continuer à parler ensemble, Alain Vircondelet, et on va surtout s'intéresser à ceux, une poignée, ils n'étaient pas nombreux, à ceux de vos amis pieds noirs qui ne sont pas montés sur le bateau aux villes d'Alger, qui n'ont pas fait comme vous la traversée, qui ont choisi de rester en Algérie. Ce sera juste après une pause. Europe 1 Soir. Europe 1, 19h42, suite des récits d'Europe 1 Soir, Nicolas Poincaré. Oui, on parle des pieds noirs parce que ça fait 50 ans qu'ils sont rentrés d'Algérie. On en parle avec Alain Vircondelet qui publie La Traversée chez First Edition et qui nous raconte donc ce retour en juin 62 des pieds noirs vers Marseille. Et puis on en parle avec Yassa Hamza qui publie chez Michalon Mémoires d'enracinés, mes rencontres avec ces pieds noirs qui ont choisi de rester en Algérie. Assia, vous écrivez dans votre livre « Je suis une jeune femme qui ne cesse de m'interroger sur mon identité ». Oui, mais c'est vrai. Et plus les années passent, plus je m'interroge sur mon identité. Non pas que j'en doute moi-même, mais plus par rapport à l'image qu'on me renvoie de moi. Et parce que vous êtes française et algérienne, vous êtes française d'origine algérienne, vous êtes Je suis française les deux. d'origine kabyle, vous êtes comment Je vous suis les diriez deux. Je suis les deux, c'est un tout. On ne peut pas m'enlever une partie sans que je perde mon identité. Et alors c'est ça qui vous a intéressé dans cette histoire des pieds noirs, c'est qu'effectivement eux aussi étaient à cheval sur les deux pays. Bon, la grande majorité d'entre eux n'ont pas eu le choix. On disait à l'époque la valise ou le cercueil, ils sont partis. Et vous avez appris assez récemment en fait que certains étaient restés. Vous êtes dit il faut que j'aille les rencontrer. En fait, j'ai découvert ça il y a un an en tombant sur un article du Monde diplomatique qui datait de 2008. Et j'ai commencé à fouiner et effectivement, je me suis dit, c'est étrange, on n'en parle jamais. J'ai toujours entendu dire que tous les pieds noirs étaient partis et je me suis dit, mais pourquoi ils sont restés et qu'est-ce qu'ils sont devenus? Alors combien ils étaient au départ à être restés environ? J'ai eu beaucoup de mal à trouver le chiffre, mais Quelques milliers, quelques dizaines de milliers. ils étaient quelques milliers et dans les années 80, visiblement, ils étaient encore 3000. Et aujourd'hui, on ne sait pas trop combien il en reste, mais ils sont très très âgés, donc je pense qu'il en reste vraiment pas beaucoup. Je pense que c'est les derniers. Parce que 50 ans derniers sont passés dinosaures. par là. 50 ans sont passés par là. Ceux qui sont restés étaient déjà souvent un petit peu âgés. C'était pas des jeunes gens de 15 ans comme Alain Vircondelet. C'était des personnes âgées. C'était des jeunes adultes. Aujourd'hui, la plus âgée a 93 ans, Cécile Serra, que j'ai rencontrée. Ah oui, alors parlez-nous de Cécile, extraordinaire. 93 ans. Et elle vous raconte que c'est par amour qu'elle a décidé de rester en haut. Que c'est par amour et que c'est chez elle et que ça continuera à être chez elle et que de toute façon, la France, pour elle, c'était impossible. C'était un pays étranger, elle ne voulait pas y mettre les pieds. Et pour elle, c'était impensable. Il n'y a même pas eu de choix possible. C'était évident. L'Algérie coule dans ses veines. Et cette petite dame, cette force de la nature,
a arrêté de travailler il y a 3 ans, à 90 ans. C'était une grande couturière, elle a habillé les grandes dames d'Alger et elle a arrêté il y a 3 ans, contrainte et forcée, parce qu'elle n'arrivait plus à lever les bras pour prendre les mesures de ses clientes. Donc française, née dans un département français qui s'appelait l'Algérie, et puis qui a poursuivi sa vie dans l'Algérie indépendante. Elle n'a mis les pieds en métropole que 2 fois. Oui. Elle n'aime pas la métropole. Non. Pour elle, c'était l'étranger. Elle était bien chez elle, elle avait le soleil, elle avait la mer, il y a cet amour qui fait que de toute façon, c'était le paradis sur Terre. Donc, il n'y avait pas besoin d'aller chercher ailleurs ce qu'ils avaient déjà sur place. Et donc, la première fois, c'était pour installer le studio de son fils. Et la seconde fois, c'était en 64, donc peu de temps après l'indépendance, pour voir, avec son époux, il ne savait pas trop comment les choses allaient se passer, et il ne savait pas trop s'il pourrait rester. Donc ils sont allés voir s'il y avait un endroit en France où ils pourraient s'installer. Et en fait, ils se sont rendus compte que non. Oui, et qu'ils étaient mal accueillis, c'est ce que vous nous disiez, Alain Vircandlet. Dans le million de pieds noirs qui sont partis avec vous, il y en a qui n'ont pas réussi à s'adapter en France et qui ont fait le trajet retour. Quelques-uns non, je crois qu'ils ne sont pas revenus, mais il y a certains qui sont partis de France, néanmoins, qui sont partis en Argentine, qui sont partis en Espagne, qui ont trouvé des terres qui leur apparaissaient plus confortables pour eux et qui ressemblaient plus à l'Afrique du Nord. Et d'ailleurs, De Gaulle les encourageait. Enfin, il y avait un certain nombre chez les gaullistes et chez les gens au pouvoir à l'époque qui disaient les pieds noirs, s'ils pouvaient tous disparaître en Argentine, on serait aussi bien, non ? S'ils allaient en Nouvelle-Calédonie aussi, parce que c'est un peuple de pionniers et il faudrait bien faire le pays là-bas aussi. Assia Hamza, donc ces derniers pieds noirs qui sont restés en Algérie et que vous avez rencontrés, pendant plusieurs années, ça s'est très bien passé pour eux. En fait, ce qui a été aussi troublant dans ces rencontres, c'est qu'ils m'ont presque tous dit, une fois que la guerre était terminée, c'était terminé. On était tous égaux, on a tous perdu des gens, on s'est tous rendu compte qu'il y avait des proches qui étaient morts des 2 côtés, et on a voulu reconstruire le pays. Donc ils ont fait table rase du passé. Donc les premières années ont été difficiles parce que c'est un pays qui débutait son histoire, donc avec tous les problèmes de l'administration, les manques, toutes les personnes qui étaient parties, qu'il fallait remplacer. Ensuite, les difficultés ont commencé pour eux en même temps que pour tous les Algériens. C'est-à-dire les années 90, cette terrible guerre civile après l'abandon du processus électoral avec le fils. Et là, certains de ceux que vous avez rencontrés ont été agressés, ont commencé à avoir peur de vivre en Algérie. Des Français ont été tués pendant cette décennie. Oui. L'exemple le plus frappant, c'est celui d'Adrien Lopez, qui vient du SIG, donc pas très très loin d'Oran, et qui lui a été en prison parce qu'il a été accusé d'avoir collaboré avec le fils, mais tout simplement parce qu'il avait accepté de payer l'impôt, entre guillemets, révolutionnaire, pour éviter qu'on ne tue ses ouvriers. Et donc la police a retrouvé un courrier émanant du fils, le remerciant de son don à la cause islamiste. Et donc on est venu l'arrêter en pleine nuit. Il est parti en tricot de peau. Sa femme était effarée. Donc, il a réussi à sortir au bout de très peu de temps avec l'aide de l'ambassadeur de France. Et ensuite, on lui a conseillé de partir parce qu'il risquait de subir les coups des milices parallèles. Et donc, il a fui en France pendant 1 an et demi. Et il est revenu au bout d'un moment parce qu'il avait peur qu'on lui prenne ses biens. Donc, il s'est dit, je n'ai rien fait. Donc, je peux être jugé, je ne risque rien. Et voilà, finalement... Ce sont des destins que vous raconterez. On aurait pu parler aussi d'Eliette la révoltée, mais on laisse tout ça à nos auditeurs, le soin de le découvrir dans ce livre. Donc, Mémoire d'enraciner mes rencontres avec ces pieds noirs qui ont choisi de rester en Algérie. Ça sort chez Michalon. Et Alain Vircandlet, vos souvenirs, vous aviez 15 ans lorsque vous avez fait cette traversée, vous la racontez dans un livre chez First Edition. On va beaucoup en reparler, forcément, l'un et l'autre. Vous pensez qu'il faut qu'au cours de cette année 2012, on reparle de ce qui s'est passé en 62 ? Bien, je crois qu'il y a des choses qui ne sont pas réglées. Il faut donc que les choses soient dites. Et particulièrement, pour moi, les pieds noirs, le problème des pieds noirs n'a pas été réglé encore, même s'il a été réglé de façon administrative ou financière. Je crois que sur le plan, il y a presque une repentance des Français à l'égard des pieds noirs qu'il faudrait faire. Voilà, en 2012, on va beaucoup parler de l'année 1962 et on a commencé, nous, ce soir avec vous deux, Assia Hamza et Alain Vircandlet. Merci beaucoup. Merci. Dans un instant, ça va mal finir. 18h, 20h, Nicolas Poincaré sur Europe 1.